Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi, vous le savez, de vous retrouver comme tous les jeudis, ici même sur Télé Sud et sur numéro 23 tous les dimanches. Merci de votre fidélité, merci à vous tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie, et y compris sur la page Facebook à commenter et à réagir sur l'actualité. Vous le savez, elle s'intitule Ça fait débat, et puis sur Twitter, @CFD. Voilà, allez messieurs, vous le savez, nous commençons avec ce qui a retenu notre attention, le pitch, la mécanique n'a pas changé. Au sommaire, au menu de cette émission, eh bien on va revenir, un gros zoom sur la situation en Centrafrique. On va en parler parce que moi ça m'exaspère un peu. On va parler de cette propagation de la crise au Tchad. Vous savez, ça se propage. Et puis la Centrafrique est au bord du génocide. C'est l'archevêque sud-africain qui le dit. Et puis comment stopper cette guerre ethnique? Enfin, on s'arrêtera du Sénégal. Et pourquoi? Parce que c'est le retour du grand Wadz, de Maître Wadz. Alors le meeting du Parti démocratique sénégalais et sa marche interdite, le retour Abdoulaye Wade est-il craint par le pouvoir? Il paraît qu'Abdoulaye Wade est coincé. Vous savez où? À Casablanca, à l'aéroport. Et enfin, dernier sujet, Gambie. Fermeture de la seule frontière terrestre. Le commerce sénégalais va-t-il partir de cette fermeture? Et enfin, l'État sénégalais va-t-il se plier aux exigences de la Gambie? On retrouvera, vous le savez, le billet d'humeur de notre doc gynéco. Enfin, me semble-t-il, je crois que c'est à confirmer, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'on va le retrouver cette semaine? Et puis l'invité, mon invité cette semaine, en seconde partie de cette semaine, eh bien, il s'intitule 31 février aux éditions Plomb. Et il s'appelle Monsieur Hafid Abdoulayan. Il va nous raconter son premier roman. Il est réalisateur-producteur et il se lance dans l'écriture. On en parle tout à l'heure. C'est mon invité dans Ça fait débat. Vous le savez, le dicton n'a pas changé. Ça fait débat, c'est en toute liberté d'expression. C'est parti. Et c'est surtout maintenant, messieurs, attention. Je voudrais, vous savez, plus particulièrement, j'ai un ami qui m'est très cher. Il s'est marié il y a peu de temps et je voudrais quand même lui souhaiter mes sincères félicitations. Il s'appelle Rachid Saïdi. Alors si tu nous regardes ce soir, bravo à toi et toutes mes sincères félicitations à toi et ta femme. Bonheur et longue vie, voilà. Il m'est un peu cher, donc voilà, je voulais lui souhaiter un petit peu et lui faire ce petit clin d'œil. Pour débattre et pour commenter l'actualité, Gabriel Barga. Comment ça va votre cheville, Gabriel? Je fais attention à mes chevilles. Faites attention. Les pots de banane, vous connaissez? Oui, je connais très bien. Attention aux pots de banane, ça arrive, tac, et puis là, il faut faire super attention. Bon, l'essentiel, tout va bien? Ça va. Bon, allez, Gabriel Barga, journaliste indépendant, plus que jamais. En face de lui, nous avons Christian Vabé, il est président du RPCI et il est surtout directeur général d'Ivoire Business. Bonjour, Christian. Bonjour. Propriétaire, fondateur d'Ivoire Business. Surtout, à préciser. Je vous l'accorde, il faut préciser, il faut être au plus près de la vérité. Voilà. Absolument, toujours chic, hein. Merci. C'est vrai, cravate, le petit truc, etc. Bon, bravo, il n'y a rien à dire. La classe, comme on dit. Hein. Merci. À ses côtés, quelqu'un qui a été, vous savez, récemment élu. Élu dans une ville qui s'appelle Thiès, et plutôt UDI. Il s'appelle Morad Ghazli. Moi, je suis UDI, le maire, moi je suis adjoint. C'est un maire de l'UMP, pas RPR, l'UMP. Morad Ghazli, vous êtes syndicaliste et puis maintenant vous êtes adjoint au maire, chargé du transport, de la sécurité... Et de la prévention. Et de la prévention. Il faut reconnaître, c'est vrai que c'est rare. Rares sont ces chantiers auxquels on les confie à ces Français issus de l'immigration. Je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, mais... Oui, j'ai compris. Bravo. Pour la précision. Non. Non, parce que je n'aurais pas accepté une autre mission que un principe régalien, parce que je ne veux pas être assigné aussi à identité, va t'occuper de tes semblables, etc. Je ne vis pas dans un quartier, donc je ne vois pas pourquoi je m'occuperais des affaires de quartier. C'est lourd à gérer sur Thiers, quand même, ce qui vous attend. Hein. J'ai regardé un peu sur la sécurité et le transport. Il y a du boulot, mon cher Morad. Hein. Voilà, donc moi je voulais quelque chose de régalien. Ouais. Bon, ça n'a pas été... Vous savez que vous êtes attendu au tournant. Oui, mais en même temps, le maire me fait confiance, parce que sur ces questions-là, je travaille sur les RATP depuis des années. C'est pas d'aujourd'hui où j'ai pas aussi, même dans la presse, communiqué sur le travail de la sécurité. À l'époque de l'UMP, quand j'étais à UMP, j'étais à la commission sécurité. Donc c'est pas un domaine qui m'est nouveau. Bon. Donc au contraire, je vais apporter un peu mon expérience que j'ai dans les transports avec les RATP depuis 17 ans, de la sécurité dans les transports. Donc ça reste dans ce que je sais faire. Et puis vous venez ici pour commenter et donner votre analyse, votre point de vue concernant l'actualité qui a secoué la semaine. Allez, messieurs, sans perdre de temps, vous savez, on va parler de la situation en Centrafrique. Moi, je vais même pousser un coup de gueule, parce que j'en ai un peu... faut dire le mot ras-le-bol. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder ce premier sujet. Premier sujet de mademoiselle ou madame Nadia Paliakara. Regardons ce premier sujet par la rédaction de Télé Sud.
La crise centrafricaine s'exporterait-elle vers les pays voisins? D'après des habitants de la localité au sud du Tchad, des hommes armés en provenance de Centrafrique traverseraient la frontière entre les deux pays. De quoi faire craindre une propagation de la crise vers le Tchad qui partage une frontière de plus de 1000 km avec la Centrafrique. Par ailleurs, des accrochages entre soldats de la MISCA et rebelles de l'ex-Séléka ont eu lieu lundi dernier à Bouka, à 300 km au nord de la capitale Bangui, obligeant une partie de la population à fuir. Alors moi, monsieur, vous savez, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat parce que franchement, la situation en Centrafrique, moi, il faut quand même qu'on apporte un éclairage là-dessus parce que le téléspectateur, ici, on l'a traité, on l'a dit, on a passé beaucoup de temps à parler de la situation en Centrafrique, y compris économiquement, y compris politiquement. Mais il y a quand même, avant de parler du Tchad, Gabriel Barga, on n'est pas en train d'assister à une guerre ethnique et comment surtout stopper cette guerre ethnique? Parce qu'on a vu les religieux faire le tour des médias. Ici, je parle en France. On les a vus. On les a vus sensibiliser l'opinion. On les a vus sensibiliser les téléspectateurs, les téléspectatrices. On les a vus sensibiliser les Français. On les a vus sensibiliser les Centrafricains. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que cette guerre ethnique, il faut la stopper. Stop! Non mais c'est vrai, halte, ça suffit. Alors, le problème, c'est qu'il y a une compréhension différente du mot ethnique, selon qu'on est africain ou selon qu'on ne l'est pas. Les Africains sont dérangés parfois par la connotation qui est associée à ce mot et qui vient de ceux qui observent hors d'Afrique les conflits. C'est-à-dire que ce qui les identifie singulièrement, qu'on appelle ethnie ou qu'on appelle culture ou identité ailleurs, est souvent perçu par d'autres comme étant un élément sur lequel on s'assoit pour haïr l'autre. Or, ce sont des peuples qui ont vécu en bonne intelligence pendant des siècles, voire des millénaires. Donc les problèmes sont politiques. Les problèmes sont politiques, les politiciens instrumentalisent des gens, des situations, et à ce moment-là, on rentre... C'est très important ce que vous dites, les politiciens instrumentalisent. Oui. Dire que quoi? La présidente actuelle instrumentalise? Non. Nous instrumentalise? Non. François Hollande instrumentalise, y compris lui aussi? Non, je parle de la Centrafrique. La présidente actuelle a trouvé une situation chaotique. Elle fera ce qu'elle pourra. Je pense ça ne pourra jamais redresser la situation. Elle fera ce qu'elle pourra. On l'aidera, ceux qui seront de bonne volonté. Mais la situation en Centrafrique est un pourrissement sur plusieurs décennies. Si on prend simplement la dernière, entre Bozizé et vous savez, Gabriel Barga, je vais vous oui. dire quelque chose. Pardonnez-moi de vous interrompre. J'ai reçu énormément de mails là-dessus. Oui. Y compris des Centrafricains oui. qui me disent « ras-le-bol ». Bien sûr, nous avons ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un pays où il y a une guerre entre des gens qui étaient venus de l'extérieur, d'ailleurs on en parlera, puisqu'ils sont retournés à la source, le conflit est en train de repartir d'où il est venu, contre des gens qui considèrent maintenant que tout ce qui est venu de l'extérieur est mauvais, et contre leur paix, contre leur stabilité, et qui eux-mêmes alimentent de nouveau. C'est-à-dire c'est un cercle vicieux. On est dans une violence incroyable. Effectivement, quand il y a le chaos dans un pays, on se réfugie sur son identité ou la religion. Vous voyez, c'est le chaos. Il n'y a plus la notion de nationalité. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse les identités particulières. C'est terrible. Important de nous avoir apporté cet éclairage. Morad Ghazli et ensuite après Christian Babet. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi des morts. Beaucoup, mais énormément. Donc à partir du moment où il y a eu des morts, ceux qui restent, que ce soit les familles, les amis, les proches, sont dans un esprit, eux, ne pas d'apaisement, ils sont dans un esprit de vengeance. Donc plus on sème des morts, plus on crée aussi derrière de la haine. Et cette haine, il suffit que derrière, justement, qu'elle soit aussi instrumentalisée. Parce qu'après, à un moment donné, moi, ce qui me fait peur, c'est que autant il y a toujours des gens, il y a des pyromanes pour mettre le feu et pour aider, mais à un moment donné, il risque d'avoir plus personne qui contrôle quoi que ce soit. Et j'ai bien peur qu'on parte dans cette situation aujourd'hui, puisque vu que ça part un peu dans tous les sens et que ça n'a pas l'air très organisé, qu'on risque de se retrouver dans une situation où plus personne ne peut contrôler quoi que ce soit. Est-ce qu'on est au bord du génocide? Ou est-ce qu'on est... Mais il n'y a pas... Ça dépend qu'est-ce qu'on met. Si tu mets un génocide, c'est-à-dire que c'est une population qui vient détruire une autre population, moi je ne pense pas qu'on est dans ce cas-là. En tout cas, messieurs, une déclaration... Puisqu'il y a des effets de... Des effets de boomerang. Il y a des effets de boomerang. Dimanche dernier, l'archevêque sud-africain, Tutu, vous savez ce qu'il dit? La Centrafrique est au bord du génocide. Il n'a pas tellement tort parce qu'aujourd'hui, ça meurt en cascade. Malgré la présence de la force de la MISCA, de la présence de la force Sangaris, on voit toujours que ça meurt en cascade. Les populations se déplacent toujours au Tchad,
au Soudan, etc., etc. Il faut rapidement que cette violence cesse. Parce que je ne comprends pas que des forces étrangères soient présentes dans le pays massivement, comme elles sont en ce moment, et qu'on meurt toujours. Il y a encore des villes qui sont sous contrôle de la Séléka, l'ex-Séléka. Il y a des villes qui sont encore sous contrôle des anti-Balaka. Pourtant, on a les forces françaises de Sangaris, on a la MISCA, etc., qui sont là. Donc, si on y prend garde, si on a un autre agenda, si on ne fait pas correctement les choses, effectivement, on assisterait à un génocide, les gens vont mourir, massacrés, devant la communauté internationale. La France a toujours besoin de la France, pardonnez-moi. La Centrafrique a toujours besoin de la France. Évidemment. L'armée française, évidemment. Ouais. Morad va dire non. Moi, je suis un peu réservé Ouais. là-dessus. Je pense que la France, elle seule, elle ne peut pas y être. Déjà, elle ne peut pas matériellement et humainement, elle ne peut pas apporter. D'ailleurs, tu dis massivement, non, je dis insuffisamment. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la France a été le premier pays à venir. À apporter son soutien. Moi, j'étais très sceptique. Pourquoi ? Parce que j'aurais préféré des forces africaines, que j'aurais peut-être plutôt m'appuyer plus sur l'Afrique du Sud, qui est aujourd'hui, pour moi, un des États les plus solides en Afrique, et qui est à même de pouvoir comprendre déjà le problème qu'il peut y avoir, qu'il soit ethnique ou religieux, etc. Parce etc. que, Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi laisser la main, et non pas, je ne pense pas que c'est de Paris qu'on peut gouverner et choisir le choix qui peut se passer en Centrafrique. Il faut laisser peut-être plus la main aux Africains sur cette question-là, qui sont mieux à même de comprendre un petit peu les subtilités. Est-ce qu'il ne faut pas les accompagner ? Il soulève une vraie question. Gabriel Barga. Le nœud du problème, il est posé dans un terme qu'il a utilisé, M. Vabé. Il dit anti-Balaka, ça veut dire quoi? C'est le nœud du problème. Les Balakas, ce sont les étrangers. Vous voyez, qui est étranger? Dans un pays où il y avait un melting pot incroyable avant cette crise, parce que, comme son nom l'indique... L'autochtone est devenu étranger maintenant. Comme son nom l'indique, il est au incroyable. centre géographique, hein, et c'est une réalité, de l'Afrique. Donc, il a des composantes multiples et des gens qui ont des familles qui sont de part et d'autre de la frontière. Qui est devenu étranger? C'est ça le problème. Alors justement, c'est ça le problème, parlons-en. La population fuit les combats au sud du Tchad et on dénonce une insécurité grandissante. Justement, est-ce que le conflit, il ne peut pas se propager, y compris au Tchad? Ah bah, c'est Vous savez, retour on à en a parlé l'envoyeur. ici. Certains ont même dénoncé C'est un peu la position du Tchad. C'est retour aux sources parce que les forces qui sont venues de l'extérieur en nombre et avec la logistique qu'il fallait sont venues de la même région qui est déstabilisée aujourd'hui. C'est-à-dire que comme on les repousse, elles repartent à leur point de départ. C'était des forces qui, à l'époque, déstabilisaient le même Tchad. C'est pour ça que d'ailleurs que le Tchad est très armé aujourd'hui, parce que le Tchad fait face à une rébellion très forte depuis très longtemps, Idriss Déby. Et donc, entre-temps, en une dizaine d'années, il a musclé ses forces militaires pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays qui est capable d'accompagner la France au Mali, par exemple. Surtout que sont en Libye. Surtout que sont en Libye. Justement. Mais sur la question centrafricaine, le Tchad était dans une position difficile. Pourquoi? Des forces qui déstabilisaient son pays se sont déplacées pour aller en déstabiliser un autre. Ils ont fait quoi? On ferme les yeux. Parce que du coup, on a la paix. Ouais. Mais c'est ça qui revient aujourd'hui. Ouais. Et quand on parle des anti-Balaka, principalement, ce sont des populations qui sont originaires de ce même Tchad. Donc, c'est quand même bizarre parce que depuis des années, toutes les rébellions en Centrafrique proviennent bizarrement du Tchad. On sait que Bozizé avait fait sa percée fulgurante sur Bangui en provenance du Tchad. Exactement. Déjà. À l'époque, on ne parlait pas de forces étrangères, tout ça. Tout s'est très bien passé. Djotodia a renversé Bozizé également à partir du Tchad. Mais parce qu'en fait, quand on dit le Tchad, c'est le Darfour. C'est-à-dire que la frontière, le Tchad a une frontière avec le Darfour. C'est une région désertique. Il y a des milices, appelons-la comme ça, qui circulent là depuis longtemps et qui déstabilisent parce qu'elles vivent de la guerre. À la fois, un temps c'était le Soudan, un temps c'était le Tchad, parfois c'est la Centrafrique, parfois c'est les coupeurs de route jusqu'au nord Cameroun. Ma dernière question avant de passer au second sujet. Dites-moi, messieurs, est-ce que vous pensez que ce conflit peut se propager au Cameroun, au Congo? C'est une possibilité à ne pas écarter, parce que, effectivement... Il faut déterminer de qui on parle. Hop, attendez. On a déjà ensuite Christian et Gabriel. C'est compliqué, parce que... Moi, je ne le vois pas, honnêtement, parce que si... il faut voir déjà le fonds de commerce de ces milices. Est-ce qu'elle est sur une base religieuse, déjà? Donc, dans ces cas, elle ne va pas pouvoir y aller dans ces coins-là, qui sont plutôt des terres à majorité catholique et protestante, même s'il y a une part musulmane au Cameroun. Donc, quel est l'intérêt? Je le vois pas.
Dans l'absolu, je me dis, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais ces troupes, à un moment donné, elles étaient là en soutien de Kadhafi, en Libye. Beaucoup des troupes ont été, etc. Donc il n'est pas exclu. Alors, après, deuxième question, c'est qui est derrière ces personnes-là et qui les finance. Donc, ils vivent de quoi, Elles permettent de se etc. financer maintenant. Elles Elles s'autofinancent sont sur le maintenant. Cameroun et le Congo. Est-ce qu'il peut se propager? Moi, Et je parce pense qu'après, que, on passe en au fait, second on sujet, a déjà messieurs. eu des mouvements Vraiment de un tour de troupes. table rapide, s'il vous plaît. On a déjà eu des mouvements de Gabriel troupes Barguet, ensuite Christian Vabé. entre les deux pays, en fait, En fait, c'est une Gabriel. question de force et de puissance des États. Le Cameroun est un pays suffisamment fort pour les contenir. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elles ont essayé de déstabiliser la frontière camerounaise. Donc, il y a une partie qui a été déstabilisée à un certain temps. Le Cameroun a mobilisé des troupes là pour les contenir. D'autant que la Centrafrique est un pays enclavé. C'est débouché sur la mer, c'est le Cameroun. Donc, son économie passe par le Cameroun. C'est un peu le cas pour le Tchad, d'ailleurs, dont le pipeline passe par le Cameroun. Et les forces françaises sont entrées par le Cameroun. Donc, c'est la partie qu'on a en premier sécurisée. L'Est camerounais qui est frontalier de la Centrafrique. Donc, le Cameroun peut résister. Mais ça déstabilise un pays parce que mobiliser des troupes à une frontière, et comme c'est une frontière qui est très longue et qui remonte jusqu'au Tchad par le haut, là où il y a les problèmes de Boko Haram, à la frontière avec le Nigeria, donc le Cameroun, en ce moment, sans être en guerre, est dans un effort de guerre. C'est un effort économique, c'est un effort militaire, c'est un effort logistique, et politiquement... Avançons, avançons s'il vous plaît. Possibilité En de pas écarter, en un mot. parce qu'on se souvient du Rwanda et du Congo RDC. Tout est parti du Rwanda, ça a dégénéré au Congo RDC. Pour l'instant, c'est contenu. Rien n'exclut que si rien n'est fait sereinement, sérieusement, ça puisse dégénérer dans ces pays-là. On dit jamais, jamais. Je le rappelle à celles et ceux qui nous regardent, vous savez, depuis chez vous, installés confortablement, vous pouvez réagir et commenter sur la page Facebook Ça fait débat ou sur Twitter, @CFD. Allez, messieurs, nous allons passer à ce second sujet. Vous savez, on parle du grand maître Wade. Hein, ça vous fait rire? Pourquoi ça vous Alors, fait ça vous fait sourire? Ça vous fait rire? Un éclat de rire, c'est même plus un sourire là. Alors attendez messieurs, avant de rire et avant de... J'aime bien Mourad Ghazli, non, ça le fait pas rire. C'est un libéral, hein? Normalement ça devrait vous parler, vous. Non, mais je connais très bien le Sénégal. Alors attendez messieurs, attendez, papa. Avant de lancer le débat, ce que je vous propose c'est de regarder ce sujet qui est proposé par la rédaction de Télésud. C'est un sujet de Ahmed Parizeau. Regardons et revenons ici même en parler. Regardons. 22 mois qu'il n'était pas retourné dans son pays. Depuis qu'il a été battu à l'élection présidentielle, Abdoulaye Wade, l'ex-chef d'État sénégalais, s'était astreint à un exil presque forcé. Un retour savamment orchestré et largement commenté par la presse nationale qu'internationale. Quelques jours avant ce retour, dans le journal Le Monde, Abdoulaye Wade annonce les couleurs. « Mon retour, dit-il, est hautement politique. » Dans la foulée, le président du Sénégal de 2000 à 2012 se fait plus précis. Il accuse son successeur Macky Sall de se livrer à une chasse aux sorcières. Au lendemain de ma défaite, j'avais proposé à Macky Sall, publiquement, de l'aider éventuellement. Au lieu d'essayer de bénéficier de mon expérience, il s'est mis à me combattre, à combattre mes collaborateurs par une chasse aux sorcières en faisant une liste de 25 personnes. Des anciens ministres, des directeurs de cabinet, etc. Il leur a interdit de sortir du territoire national et a commencé à ouvrir une information sur les biens mal acquis. Alors avec une telle agression, j'aurais pu répondre parce que j'ai les forces pour répondre sur le terrain. Mais je me suis dit non, je vais aller à l'extérieur et je vais le laisser dérouler complètement son plan. Je ne vais pas le gêner, même quand il a mis en cause mon fils et quand il l'a mis en prison. Depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, le PDS, le parti de l'ancien président, traverse une crise de leadership. Le retour de l'ex-chef d'État, dont le fils Karim, soupçonné d'enrichissement illicite, pourrait lui permettre de faire coup double. Relancer le PDS, son parti politique, et s'occuper un peu plus du dossier de son fils, dont le procès pourrait s'ouvrir en juin prochain au Sénégal. Messieurs, vous savez, on va lancer le sujet et tout à l'heure, justement, on a reçu vraiment la toute dernière minute. Je vous proposais tout à l'heure d'écouter un interview quasi exclusif par notre correspondant Simon Marot. Mais avant tout, dites-moi, le retour d'Abdoulaye Wade, il n'est pas craint, là, justement, par le pouvoir? Moi, je me dis, quelque part, c'est un peu retour à l'envoyeur, parce que... Macky Sall, c'est il a peur un peu, là, non? le fils spirituel de Wade. Au point où il est resté coincé quand même à Casablanca, quand même, exactement. Abdoulaye Wade. Vous savez, c'est le pouvoir du Sénégal qui l'a fait. C'est Macky qui l'a fait. Mais ce que j'aimerais revenir, c'est pourquoi ça vous a fait rire tout à l'heure. Il y a eu un éclat de rire. Pour moi, c'est retour à l'envoyeur. Quand Wade était au pouvoir, il a massacré Macky Sall avec Idrissa Seck, qui étaient ses enfants spirituels.
C'est ses successeurs spirituels. Il leur a fait voir des vertes et des pas mûres. Aujourd'hui, les fils aussi refont au père ce qu'il leur a fait. Et pourquoi, pourquoi vous faites référence à... Vous dites que Macky Sall est le fils spirituel d'Abdoulaye Wade. Pour quelle raison? Parce que c'est Wade qui a fait la carrière de Macky Sall. Il l'a façonné? Il l'a façonné depuis la fin de ses études. Et puis, il a fait gravir les échelons au point d'être Premier ministre. Après, disgrâce, pour qu'il en fasse le président de l'Assemblée nationale. Et crime de lèse-majesté, Macky avait osé, à l'époque, demander des comptes, justement, au fils naturel d'Abdoulaye Wade, qui est Karim Wade, sur la gestion des chantiers. J'aime bien cette histoire sénégalaise, moi j'adore, vraiment, voilà, mais c'est pour ça que je voudrais qu'on s'étale là-dessus. Ouais. Voilà. C'est Dallas, c'est ça. Je crois que... Moi, je connais bien le Sénégal, et j'ai été plusieurs fois, et notamment invité par la fille Wade, à l'époque, pour encadrer un stage de judo à Saint-Louis. Parce que c'est vrai que vous êtes un ancien grand sportif. Voilà, donc j'étais à l'hôtel le président, un ancien grand champion. etc. Donc j'étais avec les copains. Et il ne faut pas parler... On ne peut pas parler du Sénégal, et en règle générale de l'Afrique, mais je parle vraiment du Sénégal là, que je connais vraiment très très bien. Mais on parle du Sénégal de toute avec façon, un regard occidental. C'est assez folklorique là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme chez nous, la droite et la gauche. Ça existe. Le schéma un peu comme ça ne fonctionne pas. Abdoulaye Wade, il le dit clairement quand même, hein, qu'il y a une gauche, il y a une droite. Non, mais oui, mais ils ont Wade, il le dit. Pour l'avoir interviewé, il le dit clairement. Quand tu vois comme ça s'organise là-bas, alors déjà, c'est un pays qui est peuplé de plusieurs ethnies, quand même, qui est un peu dispersé un peu de partout, où les marabouts ont un pouvoir énorme dans ce pays qui est majoritairement musulman, mais en même temps, la laïcité, dans le vrai sens, dans le subconscient, c'est-à-dire qu'ils peuvent voter pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Donc il n'y a pas une donnée religieuse dans le pouvoir, c'est-à-dire que c'est des vrais laïcs, puisqu'ils peuvent se marier même entre eux, tout ça, etc. Ça ne cause pas un problème. Il n'y a pas un problème. D'ailleurs, il faut le souligner, le Sénégal est un rare pays en Afrique qui est laïque et qui se vit bien. Hein, c'est-à-dire que les gens, il n'y a pas de tension, ni ethnique, ni religieuse. Donc c'est un pays qui est apaisé. Et cet apaisement, il est aussi sur le plan politique. Puisque même quand Wade était au pouvoir, ça n'empêchait pas... Pour le moment, l'apaisement entre Wade et Macky Sall... Non, mais là, la guerre est normale. Je pense qu'il n'est pas d'actualité. La guerre, quand elle est pour quand la guerre, elle est pour être la tête d'affiche, c'est normal. Mais en dessous, c'est-à-dire dans l'organisation... Le PDS, clairement, il est rentré dans une bataille pour Karim Wade. Hein. Oui, alors... Il est clairement venu il ne faut pas mélanger ce qui est... Pour ça, il a raison, Christophe. Parce que le patron avec ce qui se fait sur le terrain. C'est-à-dire, quand ils sont au pouvoir, ils se rendent service les uns et les autres mutuellement, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, en toute intelligence. Il n'y a pas ce... Je vous dis, c'est pas quelque chose de... Quand je vous dis tout à l'heure que c'est un peu folklorique, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas du tout de haine, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de dogmatisme. Ils peuvent se rendre service. Moi, j'ai vu avec des gens, justement, chez les socialistes de l'autre côté, à se rendre service, etc. Absolument. Donc, ils sont avant tout ça. Et il y a un autre point que Wade a comme point fort, c'est que toute la partie... il a su acheter des tribus, puisqu'il faut savoir que là-bas, comme ça fonctionne, il y a quand même le chef de village, il y a cet arbre à palabre, il y a des chefs de petits villages. C'est une autre forme, c'est pas la démocratie à la française, c'est-à-dire qu'il y a un chef de village qui prend une position, etc. Wade, ce n'est pas dû au problème que Karim Wade a en ce moment, parce que le timing choisi pour Wade pour revenir au pays, pour moi, c'est pas anodin. Karim va bientôt comparaître devant la cour. Pour enrichissement illicite, on parle de 117 milliards de francs CFA. Bon, entre-temps, c'est passé de 600 milliards de francs CFA détournés à maintenant 117 milliards de francs CFA. Donc, clairement, Wade vient pour sauver Karim. Il faut sauver le soldat Karim. Oui, la population, une partie de la population attend beaucoup. Je voudrais donner la parole à Gabriel Barga, mais vous savez, comme on a décroché cette interview un peu exclusive, je vous propose tout de suite de la regarder et on revient et je vous donne la parole, Gabriel Barga. Regardez, c'est un sujet de Simon Marot. Du fait de son incapacité à résoudre les problèmes du pays, de son échec visible et de son incompétence à redresser la barre économique et sociale, a choisi la voie de la répression et de la confrontation pour promouvoir, mater l'opposition et les velléités d'organisation du peuple. Nous avons décidé désormais de faire fi aux mesures antidémocratiques, aux mesures qui violent la constitution du pays. Donc à partir de demain, une situation nouvelle va se présenter où nous allons, avec les militants et avec le peuple, lutter contre la dictature rampante. Là, vous avez vu, monsieur, hein, tout est dit. Ouais. C'est tombé là il y a à peine quelques minutes, hein, ça nous parvient de Dakar, là, à peine.
Gabriel Barga. Sur le sens du retour d'Abdoulaye Sur le sens du retour, bien sûr, d'Abdoulaye Wade. Hein, oui. D'abord, Abdoulaye Wade, c'était un homme politique. C'était un Il animal. fait peur au pouvoir actuel. C'était un animal politique. Il ne faut pas oublier qu'il a été longtemps opposant, pendant près de... 20 ans. Non, plus. Plus. Oh là là, opposant, bien plus. Hein. Avant d'être élu en 2000, Abdoulaye Wade, depuis les indépendances même. C'est pour ça le mot choisi bête, c'est une bête. C'est une bête politique. C'est une bête politique, c'est le mot choisi. Par définition, une bête politique ne s'éteint que quand elle n'est plus là. Donc, il a le virus de la politique en lui. C'est Sarkozy. Voilà, Peut-être même pire que ça. Peut-être même plus. Peut-être même plus. Mais pire parce que... Attendez, moi juste laisser finir, s'il vous plaît. Attendez, royauté. C'est intéressant ce que vous dites. S'il vous plaît, j'allais dire, Morad Ghazli, ce virus qui est pris, donc vous dites plus que Sarkozy. Ce ne sont pas les mêmes référents. Le virus en tant que combattre pour ses idées, qu'on les conteste ou pas, c'est un homme qui a toujours voulu être président d'abord, défendre certaines idées, depuis toujours. Même depuis Senghor, Wade, il était déjà opposant. Ouais. Donc c'est d'abord une bête politique, ça c'est de un. De deux, il a perdu une élection il y a 2 ans, il a pris du recul, le temps de se poser, de mener une réflexion et de voir ce qui se passe ensuite par celui qui a vaincu. Troisièmement, Wade est à la tête, il faut le rappeler, du plus important parti politique au Sénégal. Jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure, le PDS est le premier parti politique au Sénégal. Macky Sall ayant été élu PDS, à la Parti tête, démocratique sénégalais. À la tête d'une large coalition qui est d'ailleurs en train d'éclater en ce moment. Donc, dans la perspective de la prochaine présidentielle, il doit construire un parti fort. Parce que les coalitions au Sénégal sont très mouvantes, d'autant plus que plusieurs personnalités importantes de cette coalition l'ont lâché entre-temps. Et d'ailleurs, Idrissa Seck, à l'annonce du retour de Wade, a déjà annoncé son intention favorable de l'accueillir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut encore se reconstruire là. Alors ma question m'oblige à vous dire, est-ce que ça va fédérer justement le PDS, l'arrivée de Wade? Est-ce que ça va aider les élections locales, par exemple? Wade ne vient pas parce qu'il ne vient pas... Des bons scores. Je ne pense pas que Wade rentre au Sénégal à 87 ans pour lui, pour une prochaine présidence. Oui. Il vient parce qu'il y a eu une place laissée vide à la tête du PDS, parce que c'était lui le chef, le fondateur du PDS, et on sait bien qu'il a voulu laisser la place à son fils, ça n'a pas marché. Donc il y a une espèce de vide. Et en revenant, parce qu'il a un charisme extraordinaire, peut-être le savez-vous, vous qui l'avez vu, interviewé, vous qui êtes allé au Sénégal. Je l'ai interviewé récemment, hein, c'était à Brazzaville. Il est très populaire encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai, moi j'ai vu, je l'ai constaté. Donc, il est sur les terres, hein. Sur les terres, hein. C'est pas en zone urbaine. Hein. Il vient... Zone rurale. Sur ces terres aussi et les zones rurales. Il vient aussi, et peut-être avant tout, pour reforger ce parti. C'est vrai qu'il a un combat d'homme à homme contre Macky Sall, qui a emprisonné son fils. Et donc, il vient jouer de tout son poids, parce que ce procès n'est pas que judiciaire, ne soyons pas dupes. C'est un procès politique. Je ne dis pas ce que c'est, ce procès. Je dis juste qu'il n'est pas que judiciaire. Il est précautionneux, hein, il n'est pas que judiciaire. Donc, Wade vient peser aussi dans l'opinion, puisque c'est une affaire qui fait aussi jouer l'opinion. Il vient sauver son fils Karim Wade. Ce n'est pas que ça. Je vous ai cité plusieurs raisons pour lesquelles il rentre. Il vient aussi pour des raisons politiques, comme l'a dit Gabriel, parce que le PDS était carrément en léthargie. On n'en parlait plus depuis la défaite de Wade. Le PDS ne s'y retrouvait pas, n'arrivait pas à s'opposer à Macky Sall. On voit que subitement, il bombe le torse. On vient de voir le coordinateur qui vient de faire une déclaration musclée, des opérations, des manifestations d'envergure dans le pays. On voit que le PDS révit. Donc Wade vient faire revivre son parti, sauver son fils Karim, prendre une certaine forme de régence du parti, parce qu'on sait bien que Wade n'a plus d'avenir politique, mais il peut reprendre la tête du PDS et puis installer un dauphin qui va être charismatique dans la perspective des futures joutes électorales. Donc voilà un peu pourquoi il arrive. Il faut arrêter de focaliser que l'histoire de son fils. D'ailleurs, tout à l'heure, tu l'as bien souligné. Le timing est important. Il y a son orgueil. Le fait qu'il y a eu cette coalition face à lui pour... Il n'est pas revenu. C'est quelque chose qui ne peut pas rester le goût amer. Que son fils je termine. C'est un enjeu majeur. C'est une vraie bataille. Très important. Je pense qu'avant tout, ça reste quand même un animal politique qui a besoin de revenir. La défaite, il a très mal digéré sa défaite. Ça, c'est clair. Et que je pense que, justement, dans ce modèle de politique, la fin politique, c'est la mort. C'est la mort physique. Il n'y a pas de retrait. Et je ne pense pas qu'il peut finir sur une défaite.
il va se réinstaller, il va son dernier challenge, mettre si vous son voulez, c'est de challenge. faire perdre Macky Sall. Exactement, voilà, c'est tout. Il va. Après, il y a l'histoire de son parce fils, que etc. Bien sûr, mais avant tout, c'est pas sa première motivation. Il est celui qui Parce qu'il aurait pu le connaît négocier, ça. le mieux. Il aurait pu le négocier, absolument. Il n'a pas négocié, il aurait pu le négocier. Et S'il celui n'a qui pas fait- négocié, c'est qu'il veut chercher le pouvoir. C'est lui qui va reconstruire finalement autour du PDS la future coalition pour faire tomber Macky. Allez, c'était le mot de la fin. En tout cas, concernant ce chapitre Sénégal, on passe à ce dernier sujet. Avant de retrouver mon invité tout à l'heure, vous savez, un ouvrage qui s'intitule 31 février. Et mon invité s'appelle Monsieur Hafid Abdoulayan et il vient nous parler de son premier roman aux éditions Plomb. Allez, messieurs, dernier sujet. Gambie, fermeture de la seule frontière terrestre. Alors ça aussi, c'est un sacré sujet. Allons, on va tenter de comprendre. Hein. D'accord, messieurs? On a une carte derrière, vous allez voir. Voilà, cette carte-là qui est juste derrière moi et puis derrière vous. Elle est assez claire d'ailleurs. Et puis, on va comprendre lesquelles pour raison. D'abord, la Casamance. Est-ce qu'elle ne va pas se retrouver isolée? Qui veut prendre la parole? Gabriel Barga. Un peu quand même, hein. La Gambie, à la tête de son pays, un chef d'État qui s'appelle M. Yahya Jammeh, qui est habitué souvent à dérouter par des prises de position ou des actes. Ce qu'il fait là, il ne faut pas donner plus d'importance à un pays qui a 11 000 km², 1 million d'habitants. On l'a beaucoup traité hein, depuis quelques jours. Hein. Oui. Pas donner beaucoup d'importance en même temps. Et les journaux, vous savez pourquoi on parle beaucoup de lui? On parle beaucoup de la Gambie en ce moment. On parle beaucoup de Yahya Jammeh parce que l'Occident a toujours besoin d'épouvantail comme ça. Un coup, c'est Mugabe, un coup, c'était Kadhafi. Et Yahya Jammeh fait partie de ces présidents un peu fantasques qui les intéressent. Alors, toutes les agences de presse reprennent, parce qu'il fait souvent des déclarations incroyables. Je pense que si vous les parcourez, surtout sur le sida, sur les homosexuels, sur plein de choses, c'est le parangon vrai, il a été, de ce qu'on aime raconter pour faire passer l'Afrique pour n'importe quoi, et il y contribue très bien. Donc, ce qu'il fait, c'est juste, il fait une pression sur le Sénégal, parce qu'il y a un enjeu économique important pour la Gambie au niveau du transport. Le transport sénégalais... Pour quelle raison? En réalité, vous parlez des échanges là, commerciaux? Oui, il y a un problème de douane. Il y a un problème de douane. Il fait une pression sur le Sénégal pour négocier au niveau de la douane. Mais le Sénégal a des moyens de le faire attendre. C'est lui qui a besoin d'argent, c'est lui qui a besoin d'aide, c'est lui qui a une petite sortie sur la mer. Bon, voilà, c'est du Yahya Jammeh. Je vous donne dans 3 semaines, on sera passé à autre chose. Vous verrez. Ah non, mais je suis d'accord, c'est du Yahya Jammeh, vous l'avez dit. Quand on connaît le personnage, je pense que vous l'avez rappelé, et c'est vrai, vous l'avez rappelé, vous avez planté le décor. Et c'est vrai que c'est très juste. On n'est pas surpris, je dirais, de Yahya Jammeh. Mais en même temps, c'est le personnage. Christian Babé, dites-moi, comment favoriser justement les échanges commerciaux, il en parlait, Gabriel Barga, entre les pays au franc CFA et les autres? Bon, déjà, Yahya Jammeh n'a pas Vous êtes patron d'Ivoire Business. Je suis le patron d'Ivoire Business. Et vous le traitez, ce sujet? Bien sûr. Alors, il faut déjà des barrières. Pays avec le franc CFA et les autres. Comment? Il faut des accords douaniers qui soient très forts. Il faut des accords économiques entre ces zones monétaires-là. Il faut des accords qui soient également forts. Là, on a le franc CFA qui relie une douzaine de pays dans l'Afrique de l'Ouest et puis dans l'Afrique centrale. Donc, il faut ces blocs forts-là. Donc, par exemple, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec tous ces pays-là, l'Afrique du Sud, qui n'ont pas, avec l'Union européenne, avec l'euro, il faut des accords, il faut réformer, il faut s'adapter. Moi, je suis, par exemple, pour ceux qui militent pour qu'on fasse une réforme du franc des CFA. accords. En même temps, Yahya Jammeh, il est en train d'enfermer son pays. Oui, c'est suicidaire. C'est suicidaire parce c'est suicidaire. Quelle est l'origine du problème? J'aime bien ce que vous dites, c'est bien beau, mais... L'origine du problème, c'est que Yahya Jammeh a, de façon unilatérale, il y a quelques jours, augmenté les tarifs, les droits de douane à sa frontière avec le Sénégal. Donc les transporteurs sénégalais n'étaient pas d'accord, se sont opposés. Il y a eu des négociations, ils sont tombés d'accord un peu, et le trafic a repris. Et à la grande surprise, Yahya Jammeh ferme de façon unilatérale ses frontières. Donc c'est vraiment la mauvaise façon de promouvoir les échanges commerciaux et puis les accords entre les pays. C'est encore le constat qu'en Afrique, beaucoup n'ont rien compris. C'est-à-dire autant je pense que les peuples, et surtout cette jeunesse, a compris qu'il fallait à un moment donné qu'ils se prennent en main.
qui s'organisent sur le plan commercial, qu'il y a des unions qui doivent se faire au sein de l'Afrique, et que chacun, surtout quand on est des petits pays dans son coin, alors déjà on voit bien que nous, la France, on est obligé de rentrer dans l'Union européenne pour résister face à la globalisation, face à la mondialisation. Alors imaginez-moi en Afrique, des petits pays qui n'ont pas ces reins solides. La question de la monnaie, du franc CFA, d'ailleurs, petite parenthèse, si Marine Le Pen veut sortir de l'euro, elle peut aller en Afrique, elle aura du franc CFA, elle reviendra sur sa monnaie. Il faut le rappeler quand même que le franc CFA, c'est quand même l'héritage colonial et qu'ils ont gardé la monnaie du franc CFA. Et donc, il y avait aussi, par rapport au taux, le rapport par rapport à l'époque, par rapport à la monnaie française. Et la France n'a pas été très, je veux dire, accompagnatrice, justement, de ça. Elle s'est retirée, elle, de la monnaie française pour aller sur l'euro, mais en Afrique, on s'en foutait. Alors que c'est, je sais pas moi, c'est surtout quand on pense que les enjeux sur la francophonie, tout ça, etc., ça passe aussi par la monnaie. C'est hyper important. La France, je comprends pas qu'elle n'est pas acteur là-dessus pour lui donner aussi une force à cette monnaie. Alors tout à l'heure, vous parlez des échanges avec l'Algérie, tout ça, mais l'Algérie, il y a un problème de monnaie aussi. Moi, il faut aller vers ce modèle de la Turquie. La Turquie avait un problème d'inflation énorme. Je veux dire, en 3 mois, on multipliait par 10 encore la monnaie, tout ça. Ils ont su réformer leur modèle monétaire pour avoir une monnaie qui est assez solide, etc. Donc je pense que c'est l'intérêt de tous les pays africains aujourd'hui, et notamment sur cette partie-là où ils ont quand même plus de choses qui les rassemblent, qui les divisent, notamment sur cette monnaie-là, de faire en sorte d'avoir une monnaie qui soit assez forte pour leur permettre aussi de pouvoir, dans l'export, en dehors aussi Christian du Wabé, continent, est-ce que c'est toujours normal? Allez, monsieur Christian Wabé, ensuite Gabriel Barga. Est-ce que c'est toujours normal? Je me pose la question, parce que je ne crois pas. Est-ce toujours normal que le franc CFA soit arrimé au franc français qui n'existe plus? Mais c'est ce que je viens de Ah, dire. bah là, c'est là, il pose le vrai problème. Non, mais c'est ce que je te dis. Voilà, c'est ce que vous voulez dire, mais en même temps, c'est ce que vient de dire Mourad Ghazli. Les Français n'ont pas accompagné cette sortie. En fait, Ce sera le mot de la fin. problème de fond, c'est que le franc CFA, comme il a dit, c'est la monnaie coloniale, créée en 1945. Donc, elle n'a pas été créée pour l'Afrique. Mais elle est toujours la monnaie de l'Afrique. Il faut que l'Afrique soit réforme le franc CFA, soit alors, comme le dit son compatriote, le professeur Nicolas Bohou, sorte du franc CFA, qui est une monnaie qui fait travailler l'ancien franc. La richesse, oui. L'ancien franc, ça s'appelle communauté française. Voilà. C'est communauté française d'Afrique, ou communauté financière d'Afrique. Et donc, une monnaie a été faite pour une Afrique qui était une colonie française, et donc toute la richesse était déposée en France. Si ce système continue, alors que les pays sont indépendants, et alors que la monnaie est un instrument, au même titre que la défense, de souveraineté nationale, sauf quand on a une souveraineté supra, comme au niveau de l'Union européenne. Mais vous voyez vous-même les problèmes que ça crée. Le premier discours de Manuel Valls, il a eu un mot pour la Banque centrale européenne, parce que la question monétaire joue avec des mécanismes économiques internes. Le Sénégal et la Gambie ont été le même pays, Sénégambie. D'abord, ça l'a été pendant longtemps dans l'histoire, ça ne s'appelait pas comme ça, mais entre 1982 et 1989, ils étaient le même pays. Il y a eu une division, ça s'appait Sénégambie, ça a duré quelques années. Effectivement, on en a et parlé, après, c'est encore parti dans l'éclat. Yahya Jammeh a fait son coup d'État en 1994, jusqu'à aujourd'hui. Et en réalité, la question touche, vous avez dit dès le départ... Pourquoi les élites africaines... La Casamance que le reste du Sénégal. Pourquoi? Parce que comme elle est au sud, les ports du Sénégal étant plutôt de l'autre côté, ils préfèrent sortir par l'enclave, on va dire, gambienne. C'est ce qu'on voit derrière moi, là, derrière vous, derrière même. Ils préfèrent sortir par là pour écouler leurs marchandises. Donc, quand on fait monter les barrières douanières, ils grèvent. Et Yahya Jammeh, il ferme le pays. Allez, messieurs, merci à vous. En tout cas, je vais recevoir tout de suite, vous savez, un invité de marque, puisqu'il est réalisateur, comédien, producteur avec ses succès, notamment sur France Télévisions. Et aujourd'hui, il sort son premier ouvrage qui s'intitule Le Voici, 31 février. Et mon invité en deuxième partie de soirée, il s'appelle Monsieur Hafid Abdoulayan et il vient nous en parler. Gabriel Barga, la semaine prochaine? La semaine prochaine avec une cravate rouge. Une cravate rouge? Il m'a donné Pourquoi envie. Il m'a donné envie. Eh ben, attention, cravate rouge. Cravate rouge, hein. Bah, si j'en trouve, oui. Cravate rouge. Attention, hein, Gabriel, à la semaine prochaine. Christian Wabé, vous êtes, je le rappelle pour celles et ceux qui nous regardent, le président de RPCI, fondateur et directeur général d'Ivoire Business. Ratification dernière fois, président du RPCI AC. J'ai cru qu'il allait dire de la République. Politique, pas encore, ils sont encore jeunes, j'en ai le temps. Et puis, propriétaire fondateur d'Ivoire Business.
C'est rétabli, c'est bien dit. La sémantique, ça rigole pas. Morad Ghazli, je vais devoir faire attention maintenant. Adjoint au maire à Thiers, chargé de la sécurité des transports. Et de la prévention. Et de la prévention. Merci à vous et syndicaliste. Bravo, on vient arroser voilà. 5 ans. Allez, on vient arroser ça la semaine, bientôt là ici. Il y a un robinet tout à l'heure là. Je vais avoir allez messieurs, tuyau, tout de suite, c'est arroser, maintenant, c'est mon invité. Ça se passe en seconde partie de l'émission. C'est maintenant, c'est sur Télé Sud dans Ça fait débat numéro 23. C'est parti. Eh bien, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, si vous nous regardez, vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CFD. Merci de nous retrouver ici même sur Télé Sud et à la fois sur numéro 23, mon invité en seconde partie et dernière ligne droite de cette émission. Monsieur Hafid Goud. Bonjour. Alors je dirais même, attention, l'inverse, c'est Hafid Abdoulayan, dit Hafid Goud. C'est Hafid Aboulayan, dit Hafid Goud. C'est ce que j'ai dit, non? Je viens de dire Hafid Abdoulayan. Aboulayan, pardon, Ouais, autant pardon. pour moi, dit Pas de Hafid souci. Goud. Pas dit Hafid Goud. Alors vous êtes comédien, Ouais. réalisateur, Ouais. producteur, parce que vous avez quand même cartonné, il me semble, sur France Télévisions. C'est ça, avec C'est ça. les Voilà. quelques séries. Et puis, vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture. C'est- Dans l'écriture, avec votre premier ouvrage, je vous donne la parole, qui s'intitule, attention, regardez bien, notez bien, ça s'appelle 31 février. C'est ça. Une histoire totalement rocambolesque, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Une comédie 50% française, 50% berbère, j'aurais même dit berbère et africaine. C'est ça. Et 100% délirante. C'est aux éditions Plomb. Pourquoi vous vous lancez dans l'écriture? Ça a Alors été quand on connaît ce milieu-là, il est très fermé. Hein. Très très fermé et c'est une Vous rencontre... n'avez pas peur, vous hein? Non, mais c'est une rencontre qui s'est faite vraiment par un pur hasard et j'avais vraiment pas du tout l'intention d'écrire, le projet d'écrire un roman. Ça trottinait un petit peu dans ma tête et puis j'ai présenté le projet dans un comité de lecture aux éditions Plomb et puis ça a accroché tout de suite et on est Ils ont parti. mordu. Ils ont mordu, ils ont accroché. Ils ont mordu. Et Voilà. c'est quoi? Est-ce que c'est cet ouvrage? Est-ce que ce roman, il est amené à, je sais pas, à être réalisé prochainement? Il y a des discussions. Vous êtes autour de ça. réalisateur, donc je Ouais, vous pose bien la sûr. question. Vous êtes producteur en même temps. On fait Donc, tout pour. Je vous pose la question, vous comprendrez pourquoi. Il est amené à, je sais pas, à connaître un succès aussi dans le cinéma? Oui. 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 C'est-à-dire en un mot? En un mot, c'est en cours de discussion en fait. En cours de discussion. Voilà. Bon allez, on va parler de votre ouvrage, de ce roman. Premier roman. Ça a été compliqué pour vous, Pour l'écriture. pour le mettre en œuvre? C'est très dur. Très, C'est très très dur dur parce que c'est un roman comédie. Et vous savez que la comédie, les principes de la comédie, il faut toujours rester dans le rythme, dans le ton, dans une énergie très, comment dire, très punchline au fait. C'est très humoristique, hein, votre roman. Exactement. Humoristique, en même temps, il y a beaucoup d'optimisme. Hein. Tout à fait. Même si dans les tout premiers chapitres, on est quand même dans le... C'est compliqué, c'est dur, c'est le branle-balle combat tout le temps, en permanence. C'est un petit voyage entre la France et le Maroc. C'est trois potes. C'est ça. Un franco-marocain, Franco-marocain. Un Sénégalais. C'est ça. et un Français. C'est ça. C'est ça? C'est ça. On veut dire, voilà, 2 Africains et un Français qui décident de se lancer dans une aventure. Exactement, qui sont basés qui vivent tous les trois dans une petite bourgade dans l'est de la France, qui s'appelle Creuswald. C'est une ville frontalière avec l'Allemagne et le Luxembourg. Pourquoi Creuswald? Parce qu'il y a toute une histoire avec l'immigration africaine, italienne, polonaise et tout ça. Et j'avais décidé de construire l'histoire autour de ça, parce qu'il y a une histoire avec les mines, les usines de mines qui ont fermé. Et beaucoup de gens se sont retrouvés au chômage, les parents, dont les enfants. Et je me suis dit, pourquoi pas poser le décor de cette histoire sur Creuswald. Et ensuite, on terminait sur la suite du Maroc, en fait. La suite du Maroc. Pourquoi le Maroc, la destination du Maroc? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, celles et ceux qui regardent, par exemple, qui vont lire et qui vont les découvrir, je vous invite d'ailleurs à aller vous procurer. Très intéressant. Moi, en tout cas, quand j'ai lu, je m'y retrouve. Je m'y retrouve parce que ça parle beaucoup aux quartiers qui ont grandi dans les... Enfin, pardon, aux jeunes qui ont grandi dans les quartiers populaires. C'est ça. Pourquoi le choix, plus précisément, du Maroc? Pourquoi ce pays? Étant d'origine marocaine, je m'y rends assez souvent et je me rends compte que depuis ces 10-15 dernières années... Et puis vous êtes issu des quartiers populaires. Voilà, issu des quartiers populaires. Et je me suis rendu compte que depuis les 10 et 15 dernières années, l'avènement du nouveau roi, de Mohamed VI, et puis tout cet effet mondialisation, je me suis dit, comme il y a beaucoup de Français qui s'installent aussi au Maroc et beaucoup d'étrangers également, et africains aussi, je me suis dit, il y a vraiment une histoire à faire autour de ça, parce que l'envie, il y a une espèce de boom économique au Maroc. Voilà, donc c'est... Parlons-en justement. Le trio, les 3 potes, trio décide de tenter sa chance dans l'immobilier au Maroc. Et alors là, attention, les péripéties débutent. Par exemple, je prends premier exemple, premier chapitre, là où vous dites à un moment, vous dites mais c'est quoi ton bled? Et là, tout de suite, vous plantez d'ailleurs les premières lignes. Vous dites le Maroc, un beau pays. Mais pour mon père et ma mère, l'avenir de leurs enfants, c'est ici. Ici, c'est la France. C'est ça. Mais alors, vous êtes assez paradoxal parce que c'est là où on va quand même être
on va aller chercher ce que vous racontez. Exact. Parce que c'est vrai que nos parents, enfin, tous celles et ceux qui regardent, qui ont à un moment donné immigré, vous avez parlé des Italiens, des Polonais, tous, et c'était un rêve d'aller concrétiser quelque chose pour leurs enfants, pas forcément pour eux. Et puis vous, vos parents, j'ai l'impression que dans ce roman-là, vous les avez un peu déçus. Enfin, ils sont déçus quand on lit le bouquin. Et puis dans la réalité, lorsque vous leur renvoyez cette image où ils ont dû surmonter des obstacles, vous voulez, finalement, attends, je vais aller faire un projet au Maroc. Ouais, c'est comme le personnage de Samy qui explique à son père, ta génération, elle joue au tiercé, la mienne, elle est sur le cheval. Donc ça veut tout dire, c'est une métaphore qui veut tout dire. C'est-à-dire que le père de Samy, quand il est arrivé en France, son but c'était de construire quelque chose pour pouvoir un jour rentrer au pays ou alors faire le choix de vivre sa retraite en France, comme le font beaucoup. Donc Samy fait l'effet inverse. On assiste à une génération de mondialisation, c'est-à-dire il y a beaucoup de jeunes qui sentent le mouvement de la mondialisation. Donc, sur le point de vue économique... Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce qu'on vit une période de crise et que vous avez... Vous l'avez souligné d'ailleurs. Et puis cette période de crise, c'est très à la mode, c'est se barrer. Se barrer pour aller concrétiser ses projets à l'extérieur. C'est un peu ça votre idée ? C'est un peu ça, c'est essayer de trouver son chemin ailleurs pour mieux revenir, pour mieux rebondir. Pour mieux rebondir ? Pourquoi ? Voilà. Parce que pour reconstruire d'autres projets ou Pour essayer de construire d'autres projets, puis éventuellement revenir sur la source, parce qu'on revient toujours à la source, à la base. C'est assez représentatif de notre société actuelle d'ailleurs, quand on lit le roman. Tout à fait, c'est un roman d'actualité. C'est un roman d'actualité. Après, plus loin, vous dites, je l'ai bien dit à Fabrice, vous parlez de cette toute petite ville, enfin je ne sais pas si c'est une petite ville, je ne connais pas très bien, mais en tout cas ce petit bled, ce n'est pas le terminus, juste le tremplin pour rebondir. C'est ça. J'ai pas très bien compris quand vous dites juste le tremplin pour rebondir. Tremplin pour rebondir parce qu'il ne se passe rien là-bas. C'est ça. Voilà, il se passe pas grand-chose. Parce que vous dites, Étienne Lemur. Les perspectives d'emploi, si vous n'avez pas le permis pour aller travailler au Luxembourg ou en Allemagne, pour le divertissement, pour le point de vue économique, c'est très compliqué dans la région, en Moselle. Alors vous avez fait une déclaration que je repense. On comprend bien, ils décident de quitter leur pays natal pour mieux rebondir. Ça, on l'a bien saisi. Et en même temps, vous dites, ils ont la trentaine, passé leur vie professionnelle, ils ne décollent pas. Ça reflète ce qu'on vit en ce moment avec la crise. Est-ce que vous, tous celles et ceux, les jeunes plus précisément qui vous regardent, est-ce que vous les invitez aujourd'hui à se barrer de la France ? Non, je les incite pas. Mais en même temps, vous avez fait cette déclaration, vous dites... Oui, mais ça, c'est un constat que j'ai vu, point de vue d'actualité, que vous, moi, on voit tous. C'est un constat. Mais je dis simplement, ce que je veux dire, c'est leur ambition n'est pas adaptée à ce que propose la France. Donc voilà, ils vont aller tenter leur expérience ailleurs. Et en même temps, vous dites, les trois personnages, les trois potes, d'accord, de votre roman, sont un peu des hippies des temps modernes. C'est ça. C'est-à-dire, contrairement aux premiers hippies, vous savez, référence dans les années, 70, évidemment, 70, 65, 70, qui veulent sortir du système, eux, ils veulent y entrer. C'est ça. Expliquez-nous cela. Ils veulent y entrer en créant des entreprises. Alors, justement, parce qu'il y a là aussi, c'est assez paradoxal, on tape dans le système, et vous... Mais non, ils ne tapent pas du tout dans le système. Ils ne disent pas... Eux, leur but, c'est de s'en sortir. Mais absolument. Socialement et financièrement, et voilà, matériellement. Donc, leur objectif, c'est Samy, qui est d'origine marocaine, qui, lui, par son réseau, parce qu'il se fait licencier par son agence immobilière, il va piquer la clé USB de son pote, de son patron, et qui décide d'aller tenter l'aventure au Maroc. Ouais. Il y a un passage que j'ai adoré. Franchement, à Feel Good, j'ai adoré. Parce que ça reflète encore une fois la réalité de notre société. Et on l'a tous vécu quand on était gamin. Vous dites, dans cette joyeuse ambiance que je dois annoncer mon départ. Là, c'est le moment de l'annonce, de cette annonce à qui ? Aux parents. Et vous dites, moment choisi. J'ai bien compris, il y a des petites querelles entre familles, l'autre qui s'embrouille avec son mari, le père qui est là, qui est complètement incapable. Et puis vous dites... Juste après le repas du soir, j'accompagne ma mère à la cuisine en rapportant la vaisselle sale. C'est assez malin quand même. Hein. Et vous dites à ce moment-là, maman, je veux le dire à toi en premier. Je vais partir quelque temps au Maroc. Pourquoi toujours s'adresser à la maman et pas au père ? Parce que le père qui incarne quand même cette responsabilité. C'est la complicité de la fratrie. C'est la complicité entre mère et fils. C'est très fort. Hein. C'est très fort. Et ça, c'est propre aux Méditerranéens, vous pensez ? Moi, je pense que c'est propre aux Méditerranéens, mais c'est propre à tout le monde. Il y a le syndrome. C'est très africain. Comment on appelle ça ? Le syndrome de... Je ne sais plus comment on appelle ça, le syndrome de Deep, je crois. Il y a la fille qui est proche du père et le garçon qui est proche de la mère. C'est cette complicité et la mère qui tempère toujours les choses, qui trouve toujours le moyen. Même à la fois, c'est très africain aussi, ce côté-là. Bien sûr. Très africain, très ancestral. Plutôt. Très ancestral. Et vous dites alors là, maman, je veux le dire à toi en premier, je vais partir en quelque temps au Maroc. Et là, elle pose ses casseroles dans l'évier, elle me regarde, en vacances, très naïvement, c'est en vacances. Et il dit, non, je vais monter une petite affaire là-bas.
Et là, les embrouilles commencent. Mon fils, je ne comprends pas. Ton père et moi, on s'est sacrifiés, on a travaillé dur, enfin, c'est pas dit dur, hein, on a travaillé pour que vous ayez une vie meilleure, et toi, tu veux retourner à l'envers. Est-ce que, en gros, ceux qui regardent aujourd'hui, c'est des expériences qu'il faut tenter? C'est vrai que ça peut, quelque part, blesser aussi les parents qui ont tout plaqué, parce qu'il faut aussi se mettre dans leur peau. Mais c'est une autre génération. Ils ne voient pas les choses de la même manière. Ils le comprennent, ça? Quand vous dites une autre génération, j'ai l'impression qu'on les prend un peu de haut. C'est une autre génération, c'est une autre culture. Non, c'est juste que l'état d'esprit n'est plus le même, n'est plus adapté. Les parents, ils ont fait leur vie, ils ont travaillé, ils sont retraités. Leur but à eux, c'était que leurs enfants aient une meilleure vie ici. Et voilà, partir en vacances là-bas de temps en temps, oui. Mais dans l'objectif qu'un de leurs enfants puisse aller s'installer là-bas, pour eux, c'est encore tout, c'est tout nouveau, quoi. Feel Good, ma question va être très simple. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire des affaires, pour monter son propre business, ça se passe plus du tout en France? C'est à l'étranger désormais. Déjà, et là, vous parlez du Maroc. Ça pourrait être le Sénégal, ça pourrait être les États-Unis. Enfin, les États-Unis, je ne sais pas. C'est une histoire universelle qui peut se passer à Hong Kong, à Pékin, comme à New York ou à Dakar, voilà, c'est une histoire universelle. Seulement, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'Afrique est un continent c'est le continent de demain. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Quand vous dites c'est le continent de demain, est-ce que c'est pas le continent d'aujourd'hui? C'est le continent d'aujourd'hui. Quand on voit toutes les affaires qui se font d'ailleurs. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure en tout début de l'interview. Ouais, c'est ça. Continent d'aujourd'hui et de demain. Voilà, je me reprends là-dessus. Vous avez même dit d'ailleurs, les Occidentaux ont très vite compris qu'il fallait s'installer à l'étranger pour pouvoir monter du business, pour pouvoir faire du business. C'est ça. Aujourd'hui, la tendance s'inverse? Le constat se fera dans 15-20 ans. 15-20 ans. Ouais. Pourquoi 15-20 ans? Pour moi, c'est le temps que les choses s'installent. Pourtant, il faut toujours une dizaine d'années pour pouvoir, je pense, avoir un constat officiel des choses, l'évolution des choses. Et enfin là, attention, dernier, peut-être pas le dernier chapitre, l'avant-dernier. Ouais. La page 215 du 31. Moi, je l'ai lu attentivement, j'ai vraiment adoré. Je trouve que le style est assez marrant, il se lit assez bien, c'est très humoristique. C'est comique, j'aime bien. Non, franchement, en plus, il se lit vite, très très vite. Ouais. Vous dites 31 février. Il a fallu, alors je me suis posé la question, pourquoi 31 février, mon cher Feel Good? Et je l'ai compris là maintenant. Alors je vous pose la question. Ouais. Peut-être la nuit a été courte. Nous avons dépensé notre dernier dirham, puisque c'est le dirham au Maroc, à faire la fête. Puisqu'aujourd'hui, la fortune va nous dégringoler dessus. Et après, plus tard, à un moment, il y a un autre chapitre, vous dites, il y a l'histoire de Blanche quand même. Il faut toujours une histoire d'amour. Blanche, il y a une passion là. C'est le jasmin de l'histoire en fait. Le jasmin de l'histoire, absolument. Le 31 février. Pourquoi ce choix de juste vraiment à la fin, toute fin de votre ouvrage, de votre roman? Pourquoi ce choix-là? Pourquoi vous avez décidé à ce moment de parler du 31 février? Parce que c'est une histoire... j'ai pas envie d'en dire plus. C'est une histoire administrative où voilà, la personne qui décide de faire ce fameux 31 février les pousse, leur fait croire et au dernier moment on leur dit écoutez, toute l'énergie que vous avez dépensée à prendre des raccourcis... Le 31 février, ça c'est inventé ça, non? Non, c'est inventé, c'est inventé. Vous avez inventé le 31 février? Vous, quand vous... Ouais, j'ai inventé 31 février, mais il faut le lire pour comprendre. Il faut le lire pour comprendre, mais on le comprend, moi je le comprends là tout à la fin là. Et alors, dernier chapitre, vous dites, avant l'épilogue, parce qu'il y a l'épilogue quand même, il y a... L'épilogue, et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé, je vais essayer de tenter de retrouver quand même toutes mes pages, je vais essayer de m'y retrouver. En dégustant, vous parlez de votre business, sur notre projet immobilier de Casablanca pour lequel vous êtes venu, d'accord, soit le premier à bénéficier du label BizNet. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cette philosophie? Ils ont monté une affaire, ce trio, ces trois potes, voilà, ils ont concrétisé leur projet, et à la fin, vous dites 31 février, là, quand on voit ces jeunes gens ont eu l'excellente idée. Leur projet est courageux et nécessaire. Ouais. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'au lieu de prendre des raccourcis, à dépenser l'énergie pour prendre par contre des raccourcis, il vaut mieux se canaliser et faire quelque chose de plus serein, plus correct. Très belle conclusion. Voilà. Allez, vous savez, Feel Good, Hafid Aboulayan. Merci. Votre roman 31 février. Merci de m'avoir reçu. Ah mais attendez, vous n'allez pas nous quitter comme ça. Tous nos invités subissent ce qu'on appelle le 5 questions en 10 secondes. C'est parti. C'est un mot. Un mot. Que représente pour vous l'Afrique? Un mot. L'avenir. L'Afrique, quelle priorité pour vous? Un mot. La culture. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? Un mot. Les ponts. Les ponts. Ouais. Les ponts, la passerelle. La coopération. La coopération. Ouais. Afrique et démocratie, vous répondez quoi sans langue de bois? Démocratie. Démocratie, vous y croyez? Ouais, j'y crois. Vraiment? Bien sûr. Il y a un pays un peu démocratique en Afrique aujourd'hui? Le Sénégal. Le Sénégal, oui. Oui, on peut, oui, effectivement. Et enfin, un dernier mot pour tous celles et ceux qui vous regardent. Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose?
Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, leur livrer? Faites-vous plaisir avec 31 février, vive vos vies, vive vos espérances et que la vie continue. Et ben moi j'étais ravi en tout cas de vous recevoir Merci. pour cet ouvrage-là et j'invite tous celles et ceux qui nous regardent sur Télé Sud édition numéro 23 à aller se le procurer. Excellent, non, vraiment pour votre premier, moi je vous encourage à en faire d'autres. Donc si j'ai bien compris, une petite exclue ici. Un projet de cinéma. Projet cinéma. C'est ça. C'est dit, ça y est. Merci Hafid Aboulayan, dit Hafid Good. Merci infiniment beaucoup. à vous. N'oubliez pas, ça s'appelle le 31 février, c'est aux éditions Le Plomb. Voilà, merci à vous, les éditions Plomb. Vous pouvez continuer à commenter et réagir sur la page Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, @CFD. Moi, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.